j'espère qu'il y a aussi quelques larves de poissons dedans et on va regarder maintenant si on peut les trouver. Je travaille sur les larves de poissons, son anatomie, son morphologie. Et aussi, je suis chargée de collection. Et au muséum, on n'a pas du tout de larves de poissons du Atlantique dans la collection, juste du Antarctique et du Pacifique. Alors, c'est nécessaire pour nous d'avoir quelques représentants du Atlantique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés dans les larves de poissons. C'est un métier très difficile parce que les larves de poissons ne sont pas du tout pareilles comme les adultes. Et c'est vraiment difficile de temps en temps pour les identifier. Ça, c'est la bouche. Bien sûr, ça c'est l'œil. La Martinique est particulièrement riche du point de vue de la biodiversité. Cette biodiversité, pour partie, est assez connue, par exemple les coraux, les poissons, mais d'autres groupes de la biodiversité sont très méconnus, en particulier les petits mollusques ou les petits crustacés. Et on a pu observer que les milieux marins étaient très dégradés. Cette situation est préoccupante et pour pouvoir en fait protéger les milieux, on a besoin de les connaître. D'où l'intérêt de ces expéditions scientifiques. T-Rex à Paris, l'exposition au Jardin des Plantes. Alors dans cette exposition, on va voir le squelette du plus gros prédateur qui ait jamais foulé la planète. Il s'appelle Trix, c'est un Tyrannosaurus rex. Et son squelette a été découvert il y a 4 ans aux États-Unis dans le Montana. Et donc c'est la première fois qu'on va voir un squelette original de tyrannosaure à Paris. Alors c'est un dinosaure de 12 mètres de long avec un crâne de 1,50 m, ce qui fait à peu près la taille d'un homme, des dents de 40 cm et donc Tyrannosaurus rex était un hypercarnivore vraiment très spécialisé. Voilà par exemple des lichens qui poussent sur une écorce d'arbre. On a d'ailleurs ici une grande diversité de formes de lichens qui recoupent les grands types morphologiques. Il y a complètement prostrés sur l'écorce ce que l'on appelle les lichens crustacés, qui n'ont pas de surface inférieure délimitée propre et qui sont donc complètement plaqués sur le substrat qui leur sert de surface inférieure. On a des lichens comme celui-ci, qui sont des lichens foliacés, qui font des feuilles qui se décollent peu ou prou du substrat, mais qui y adhèrent par certains points. Et puis finalement, on a également des lichens que l'on dit fruticuleux ou arbusculeux, qui sont des lichens qui ont la forme de petits arbustes, et qui eux n'adhèrent que par leur base au substrat. Enfin, et ça c'est souvent méconnu, il y a une dernière forme de lichen qu'on appelle les lèpres ou lichens en poudre, qui n'ont pas de surface supérieure et qui sont simplement une poudre, généralement le...
acide, oléique, myristique, butyrique, j'en passe et les meilleurs. Autour de vous, dans ces vitrines, de nombreux échantillons de ces découvertes. On a construit notre récit sur un squelette qui partait des grandes découvertes de chacun des personnages. J'ai découvert avec stupeur que la plaque avait noirci à l'endroit des selles. L'expérience avait réussi. Alors le fait d'incarner le rôle d'Henri Becquerel, en fait, la famille Becquerel, c'est quand même une grande famille de scientifiques. Forcément, ça apporte beaucoup de fierté et d'honneur, en fait. En chimie, nous sommes dans une démarche scientifique. La vérification expérimentale, c'est la base. D'abord, la plupart des gens qui jouaient, c'était des chimistes, donc des artisans ou des artistes de la chimie, c'est-à-dire des gens qui élaborent les connaissances, ou qui enseignent les connaissances chimiques contemporaines. Tous ces travaux qui se sont succédés pendant une 60aine d'années au sein de votre laboratoire du Muséum formaient une chaîne qui, fatalement, quand l'heure serait propice, aboutirait à une seule et même chose. La radioactivité. J'ai joué Marie Curie et c'est vrai que c'était un rôle qui avait de l'importance dans le regard des gens. On sentait une certaine admiration quand j'étais habillée en Marie Curie. En suivant vos méthodes, je viens de terminer des travaux fort prometteurs sur l'acide palmitique. On continue aujourd'hui à faire un peu la même chose. Des produits naturels, on en extrait tous les jours au laboratoire. Et qu'est-ce que vous faites avec des produits naturels? Des médicaments. Car pour moi, sans chimie, pas de médecine. Je m'appelle Guy Le Corvec, je travaille en entomologie au service des orthoptères. Mon travail consiste en la préparation des insectes collectés sur le terrain et la mise en forme pour qu'ils puissent être étudiés par les différents chercheurs, quoi. Donc là, je vais m'occuper de ce gros coléo, le Goliath. Je vais soulever l'élytre droit et sortir l'aile. Je sors l'aile, mais j'évite de percer l'aile pour qu'elle reste intacte le plus possible. Je l'étire un maximum. J'étais un grand chasseur. J'ai façonné la pierre. J'ai 350 000 ans. J'ai peuplé toute l'Eurasie. J'ai aimé la beauté. J'ai honoré mes ancêtres. J'étais un homme.
Néandertal, l'expo. À découvrir au Musée de l'Homme. Alors ici, on est devant la sépulture de la Ferracien. Et ce qui est important ici, c'est qu'il est conservé au Musée de l'Homme, mais il est rangé dans des tiroirs. Et là, on a souhaité mettre en scène, si j'ose dire, sa sépulture, c'est reconstituer comme on l'a connu au moment, enfin comme les découvreurs, les fouilleurs l'ont exhumé. Et ici, la Ferracie, c'est un original, comme tous les squelettes présentés, tous les crânes sont des originaux. C'est important pour que le visiteur ressente, ait une émotion. Donc, je suis assistante vétérinaire sur une clinique vétérinaire de 5 personnes, 3 vétérinaires et 2 assistants vétérinaires, moi-même et mon collègue Laurent. Il faut savoir que quand j'ai été embauchée, j'ai prévenu tout de suite Alexis que j'étais travailleuse handicapée. Je préférais vraiment communiquer sur ça, pas être prise en défaut par rapport à quelque chose que j'ai caché ou que j'ai pas dit, ou dire que je ne veux pas faire, parce que c'est pas quelque chose que je ne veux pas faire, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je suis en manque de force, je suis en manque de rotation, je suis en manque de plein de choses. Travailleur handicapé, c'est entre guillemets avoir une petite reconnaissance qui est que je peux avoir des organisations au niveau du matériel, de l'équipement. Après, c'est quoi un handicap? Mais on en vient à la phrase de c'est quoi être normal? Il ne faut pas juger les gens. Et qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est une grande question. On va essayer de briser un petit peu les fantasmes ou les idées reçues qu'on peut un peu tout savoir sur la nature et sa place dans la ville. Globalement, l'idéal est simple. Dès que vous voyez du marron dans les caniveaux, ça va être des algues en fait. Donc, comment on s'inspire du vivant, de la nature, pour développer des sociétés compatibles avec cette biosphère. Est-ce que consommer des légumes qui sont poussés en ville, c'est bon pour la santé ou pas? Ce qui compte, c'est le plein sol. Le reste, c'est du bricolage. Il faut être très clair là-dessus. Si on veut faire de la biodiversité, il faut qu'on se reparte sur du sol. Le sol, il est pollué, et il faut qu'on le dépollue. Les consciences, elles ne sont pas du tout encore à la hauteur des enjeux. Donc, c'est plus on aura des événements comme aujourd'hui et des temps de débat, plus la pression elle pourra être forte sur tous ces décideurs. Alors je vais lui mettre un morceau de figue dans la boîte. Je vais fermer la boîte avec 2 systèmes de fermeture, un loquet et un écrou et un boulon. Là, il faut qu'il réfléchisse. Voilà, il enlève ça, ensuite il peut l'ouvrir. Et voilà. Le kéa, c'est une espèce qui vit assez longtemps, qui a une quarantaine d'années. Et leur période d'apprentissage dans la jeunesse dure également assez longtemps. C'est ce qui permet de développer les capacités cognitives. En fait, c'est un animal qui va être plutôt tendance opportuniste. Et donc, grâce à leur bec et leur capacité à réfléchir, à résoudre des problèmes, ils vont pouvoir aller manipuler, chercher des ressources de nourriture, etc. dans la nature. Bonjour Strip, je suis André Delpuech. Salut Strip, moi c'est Dugudus. Moi c'est Magdalena. Nous célébrons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui s'est signée ici au Palais de Chaillot en 1948. Donc dans ce cadre de saison, on va organiser l'exposition « J'ai le droit d'avoir des droits » qui invite plusieurs street artistes. Qui vont décliner les articles de cette déclaration. L'exposition elle a lieu jusqu'en juin 2019. Il va y avoir plein d'artistes qui vont intervenir. Zagessia, Lekesowat, Gouin, Denis Meyer, Madame, OB, John Wan et plein d'autres encore. C'est vraiment une occasion unique pour le musée
d'accueillir des street artistes, mais aussi pour les visiteurs qui auront des performances en live à découvrir. Il convient ici au Musée de l'Homme de venir encourager à sauvegarder ces grands droits de l'humanité qui sont essentiels pour notre société. Les collections naturalistes, ce sont les archives de la biodiversité et de la géodiversité. On estime le nombre de spécimens en France à 100 millions, que ce soit des plantes ou que ce soit des animaux, des fossiles ou des minéraux. Afin de les valoriser, de les mettre à la disposition du plus grand nombre, des collections virtuelles sont en cours de réalisation. Une collection virtuelle, ça consiste à prendre des photos, des scanners de chaque spécimen de collection afin de les diffuser sur Internet ou de les envoyer à des chercheurs qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Le grand public pourra aussi consulter le site Explore de Récolnat et par là même utiliser les images et les références qui ont été données de ces spécimens pour les comparer aux spécimens qu'eux vont rencontrer. Ces opérations de numérisation qui se font dans le cadre de l'infrastructure Récolnat se font dans toute la France et produisent par mois 100 000 spécimens numérisés. L'objectif du projet, c'est quand même de numériser, d'informatiser, numériser l'ensemble des collections des musées de France et en particulier celle du Muséum national d'histoire naturelle. La conservation virtuelle des collections permet au muséum d'entrer dans l'ère numérique, du partage des connaissances et permet de forger de nouveaux outils pour étudier l'histoire naturelle.